Dans cette vidéo, on vous propose une étude d'une fonction trigonométrique. Cette fonction, la voici, et l'intérêt dans cet exercice, c'est qu'on va retrouver des questions très classiques. Donc on va voir ici un très bon exercice de révision. Donc pour cette vidéo, pas de rappel particulier, on fera les rappels question par question lors de la correction. Donc appuyez sur pause, cherchez bien l'exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première question, justifier que f est défini et dérivable sur R. Alors montrer que f est défini sur R, ça veut tout simplement dire que f de x existe quelle que soit la valeur de x. Alors quand on regarde comment est fabriqué f de x, ici on a la fonction sinus, on a la fonction cosinus, pas de problème, le sinus de x et le cosinus de x, ça existe toujours, mais on a un quotient. Et donc le réflexe à avoir quand on a un quotient, c'est regarder si le dénominateur, eh bien, il peut être égal à 0. Et donc ici, pour montrer que f est défini sur R, il faut montrer que 2 plus cosinus x, ce n'est jamais égal à 0, puisqu'évidemment, on ne peut pas diviser par 0. Et donc là, il faut bien avoir en tête une propriété sur les sinus et les cosinus, c'est la même, c'est que le cosinus d'un nombre réel, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc il est clair que 2 plus cosinus x, ça peut jamais faire 0. Donc j'ai rédigé ici que la fonction était bien définie sur R, les fonctions sinus et cosinus sont définies sur R, et puis on précise que 2 plus cos x est toujours différent de 0, donc on a répondu à la première question, la première partie. Ensuite, pour le côté dérivable, comment faire? Alors pour justifier qu'une fonction est dérivable, eh bien la méthode c'est souvent la même, vous allez regarder votre fonction et vous allez simplement dire que c'est une somme ou un produit ou encore un quotient de fonctions qui sont elles-mêmes dérivables. Alors ici dans notre cas de figure, nous on voit qu'on a un quotient, au numérateur on a la fonction sinus, donc ça pas de souci, c'est une fonction qui est dérivable, c'est une fonction de référence de votre cours, et au dénominateur on a cos x plus 2. Rajouter une constante, ça pose pas de problème. Donc en haut, on a une fonction dérivable, en bas, on a une fonction dérivable, et tout ce qu'il faut vérifier, c'est qu'en bas, ça ne s'annule pas, mais ça, on l'a déjà dit. Donc j'ai rédigé les choses ainsi, la fonction du haut est dérivable sur R, celle du bas également, et on précise, très important, qu'elle ne s'annule pas, et donc ensuite, on peut conclure que f est dérivable en tant que quotient de deux fonctions dérivables. On passe maintenant à la question 2a. Donc, question 2a, montrer que f est 2π périodique. Alors je vous ai fait un petit schéma pour bien avoir en tête ce qu'est une fonction de pi périodique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fonction de pi périodique, dès que vous la connaissez par exemple sur l'intervalle 0 de pi, vous la connaissez parfaitement, puisqu'en fait le motif sur l'intervalle 0 de pi ne fait ensuite que se répéter. Et donc comment traduit-on cela mathématiquement? Dès que vous prenez un x quelconque, vous regardez l'image de x, et bien si vous prenez 2π plus loin et que vous regardez ce qui se passe, l'image de x plus 2π, ça va être exactement la même. Donc pour vérifier qu'une fonction est 2π périodique, il faut vérifier qu'on a toujours f de x qui est égal à f de x plus 2π. Donc allons-y, on va démontrer que cette égalité elle est vraie pour tout x, donc je prends un x quelconque dans R, et je vais plutôt partir ici de f de x plus 2π pour montrer que c'est égal à f de x. Donc je remplace ici mentalement x par x plus 2π, c'est ce que j'ai fait ici, et on doit retomber là-dessus. Mais là, il faut bien connaître son cours. Les fonctions sinus et cosinus sont elles-mêmes 2π périodiques. Donc sinus de x plus 2π, c'est exactement la même chose que sinus x. Et cosinus de x plus 2π, c'est exactement la même chose que cosinus x. Et donc on voit qu'on retombe tout de suite sur f de x. Donc j'ai justifié ici le passage de cette égalité à celle-ci, et donc je conclus, f est bien 2π périodique. Et on peut passer à la question 2b. Donc montrer que f est impair. Donc la même chose, c'est très important d'avoir un schéma en tête pour bien se rappeler ce que ça veut dire qu'une fonction est impaire. Ça veut dire que donc le graphe ici de la courbe, il va être symétrique par rapport à l'origine. Donc si vous faites faire à votre courbe un demi-tour par rapport à l'origine, elle ne va pas bouger. Et comment ça se traduit mathématiquement? Eh bien vous voyez, quand vous prenez une valeur de x quelconque, ici vous avez f de x qui est là. Si vous prenez moins x, eh bien vous avez son image qui est exactement à l'opposé. Donc f de moins x est égal à moins f de x. Ça c'est très important, c'est ce qui caractérise une fonction impaire. Et donc quand on vous demande de montrer que f est impair, eh bien vous devez montrer que ça c'est vrai, quel que soit x. Donc on se donne un réel quelconque, on écrit f de moins x, donc j'ai remplacé ici les x par moins x, et on regarde comment est-ce qu'on peut avancer dans le calcul. Alors sinus de moins x et cos de moins x. Là encore, il faut bien connaître son cours, je vous ai refait un petit cercle
trigo, il y a des propriétés élémentaires qu'il faut bien connaître. Donc ici, je prends une valeur de x quelconque. On se rappelle que le sinus, il se lit sur l'axe des ordonnées et que le cosinus, il se lit sur l'axe des abscisses. Et donc, vous voyez que si vous prenez moins x sur votre cercle trigo, le sinus de x et le sinus de moins x, ils sont opposés. Donc, le sinus de moins x, c'est l'opposé du sinus de x. Tandis que le cosinus de moins x, il suffit de lire, le cosinus de moins x, il est au même endroit que le cosinus de x. Ça ne bouge pas. Donc, cos moins x, c'est égal à cosinus x. En fait, pour passer de là à là, on a utilisé que la fonction sinus, elle est impaire, elle vérifie exactement cette propriété. Vous avez sinus de moins x, c'est moins sinus x, tandis que la fonction cosinus, elle est paire. On a cosinus de x qui est égal à cosinus de moins x. Je vous rappelle au passage qu'une fonction paire, c'est une fonction qui va vérifier f de moins x est égal à f de x. Pour tout x, ça traduit le fait que la courbe des fonctions paires, ici, elles sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc si on revient à notre calcul de f de moins x, eh bien on reconnaît exactement maintenant l'opposé de f de x. Donc ça c'est moins f de x, et donc on a bien démontré que la fonction f est impaire. Et donc maintenant on peut répondre à la question 2c, sur quel intervalle suffit-il d'étudier la fonction f? Alors si on fait le bilan des deux questions, question 2a, montrer que f est 2π périodique, eh bien on l'a bien vu maintenant, dès qu'on connaît notre fonction f sur un intervalle de longueur 2π, on la connaît parfaitement puisque le comportement va se répéter. Donc un intervalle de longueur 2π, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre par exemple l'intervalle 0, 2π, ou je peux prendre l'intervalle moins π, π. Mais comme à la question 2b, on vient de montrer que f est impair, ça veut dire que quand on connaît la fonction par exemple à droite de 0, on la connaît également à gauche par symétrie. Donc l'idée ici, ça va être d'étudier la fonction sur l'intervalle 0π. Donc un intervalle ici qui va être qui a pour borne gauche 0. Pourquoi? Si on connaît sur 0π, par symétrie, on connaîtra très bien sur l'intervalle également moins π 0. Oui, mais si on connaît sur moins π 0 et qu'on connaît sur 0π, on connaît sur moins π pi. Et si on connaît sur moins π pi, comme elle est 2π périodique, on la connaît entièrement sur R. Donc c'est ce que j'ai noté ici, il suffit d'étudier f sur l'intervalle 0π. Encore une fois, comme f est impair par symétrie, on pourra déduire ce qui se passe sur l'intervalle moins π, pi. Et comme on a un intervalle de longueur cette fois-ci 2π, et que f est 2π périodique, eh bien on connaît complètement les variations sur R tout entier. Donc maintenant, justement, c'est l'objet de la question 3, étudier les variations sur notre intervalle 0π. Et donc on l'a vu, c'est une fonction qui est dérivable. Donc pour trouver les variations de f, on va tout simplement commencer par dériver notre fonction. Alors justement, je vous ai rappelé ici le plan pour étudier les variations d'une fonction. Donc on l'a dit, première étape, on va calculer la fonction dérivée pour ensuite trouver son signe. Et donc toujours très important pour trouver le signe d'une fonction, il faut penser à factoriser ou à écrire sous forme d'un quotient. Et là, comme on a des fonctions trigo, c'est très important pour calculer le signe, eh bien d'utiliser le cercle trigonométrique. Puis après, on a juste à faire le tableau de variation, dérivée positive, fonction croissante, dérivée négative, fonction décroissante. Donc deux autres petits rappels. La fonction cosinus, quand on la dérive, cosinus x, ça donne moins sinus x, et quand on dérive sinus x, ça donne cosinus x. Ça, c'est deux, évidemment, dérivées fondamentales du cours. Alors maintenant, pour calculer f' de x, donc c'est toujours la même chose pour dériver. La première question à se poser, c'est quelle est la forme de la fonction. Et là, on reconnaît un quotient. Donc on reconnaît une fonction du type u sur v, et on sait que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc on pose u de x, c'est sinus x, et puis v de x, c'est 2 plus cos x. Donc u' de x, fonction de référence, donc on l'a vu, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x, et ensuite la dérivée pour dériver v, on a une somme, donc la dérivée d'une somme, on va dériver chacun des morceaux. La dérivée de 2, c'est une constante, ça fait 0, et la dérivée de cos x, c'est à connaître par cœur, c'est moins sinus x. Donc j'ai appliqué ici la formule de dérivation. On va maintenant essayer de réduire le numérateur. Notez que le dénominateur, on n'y touche pas. On a un carré ici, on est très content d'avoir un carré, ça va être toujours strictement positif. Notez qu'après on va étudier le signe, donc c'est très important d'avoir ici un dénominateur dont on sait
le signe. Donc ensuite, on développe le haut, donc cosinus x fois 2, donc ça fait 2 cos x, plus cos x fois cos x, donc c'est cos x au carré. Je vous rappelle que cos x au carré, on va le noter plutôt comme ceci, avec le carré sur le cosinus, moins par moins, donc plus pareil, sinus x au carré, qu'on note ainsi. Et donc là maintenant, il faut remarquer qu'on peut un peu simplifier le calcul en ayant ici le réflexe de regarder qu'on a un cos carré plus sinus carré qui apparaît, et ça fait partie des formules, peut-être la formule la plus importante de trigonométrie. Cos carré plus sinus carré, ça fait toujours 1. Et donc notre numérateur, il s'écrit en définitive 1 plus 2 cos x. Et donc voilà le calcul de notre dérivée. Et donc maintenant, on va étudier, étape numéro 2, le signe. Alors notez qu'on a déjà ici notre dérivée qui est sous la forme d'un quotient. On sait notamment que le dénominateur ici, il est toujours strictement positif. Donc ça revient juste à étudier le signe du numérateur. Alors on ne perd pas de vue également qu'on va faire cette étude sur l'intervalle 0π uniquement. Donc j'ai rappelé que f' du x était du signe de 1 plus 2 cos x, donc je vais trouver le signe de 1 plus 2 cos x. Alors maintenant, très souvent, on voit des élèves qui ici vont chercher à savoir quand est-ce que 1 plus 2 cos x s'annule. Attention, ce n'est pas suffisant. Le but du jeu ici, c'est vraiment de savoir quand est-ce que cette quantité elle est strictement positive. Regardez quand 1 plus 2 cos x s'annule, ça ne vous dit pas quand est-ce que c'est positif ou négatif. Je vous donne deux exemples pour bien voir la différence. Si on vous demande de trouver le signe de x carré plus x moins 3, là c'est utile de regarder quand est-ce que ça s'annule, parce que vous avez un théorème dans votre cours qui vous permet ensuite de trouver le signe d'un trinôme quand vous connaissez les racines. Mais par exemple, quand vous avez une expression du type 1 moins ln de x, vous avez beau résoudre l'équation 1 moins ln de x égale à 0, ça ne vous dit pas ensuite quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Donc d'une façon générale, étudier un signe, c'est résoudre une inéquation. Là, j'ai résolu l'inéquation 1 plus 2 cos x strictement positif. J'aurais pu résoudre strictement négatif. Le but du jeu, c'est de se poser la question quand est-ce que c'est positif et vous allez trouver quand est-ce que c'est négatif, ou quand est-ce que c'est négatif et vous trouverez quand est-ce que c'est positif également. Et donc, pour résoudre ces inéquations, là, il faut penser à bien utiliser son cercle trigo. Donc ici, 1 plus 2 cos x strictement positif. Ça revient à chercher quand est-ce que 2 cos x est strictement plus grand que moins 1, donc ça revient à chercher quand est-ce que le cosinus de x, il est strictement plus grand que moins 1,5. Donc je place mon moins 1,5 sur l'axe des cosinus, donc j'utilise mes lignes ici trigo, et comme moi je vais me placer sur l'intervalle 0π, donc on va parcourir le cercle sur le demi-cercle en fait, de 0 jusqu'à pi, on va regarder quand est-ce que le cosinus de x il est plus grand que moins 1,5. Il est plus grand que moins 1,5 dans cette zone-là. Donc ça va correspondre aux valeurs de x entre 0 et 2π sur 3. Donc lorsque x va appartenir à l'intervalle 0, 2π sur 3 exclu, eh bien j'aurai ma dérivée qui sera strictement positive. Après, pour x qui vaut exactement 2π sur 3, on va avoir le numérateur ici qui s'annule. Et ensuite, pour des valeurs de x entre 2π sur 3 et pi, eh bien on aura notre numérateur qui sera strictement négatif. Et donc voilà ce qu'on obtient comme tableau de variation sur l'intervalle 0π. J'ai reporté le signe qu'on a trouvé, et donc évidemment quand la dérivée est positive, la fonction est strictement croissante ici. Quand la dérivée est strictement négative, la fonction est strictement décroissante. Alors on peut compléter ici les valeurs. Si x vaut 0, mais si on remplace ici x par 0, sinus de 0, ça fait 0, donc le quotient va être nul. Idem en pi, un sinus de pi ça va faire 0, donc la fonction va s'annuler, et puis on va calculer ici la valeur maximale de la fonction. Donc f de 2π sur 3, alors sinus de 2π sur 3, on va regarder sur le cercle trigo, on est ici, donc on va être en racine de 3 sur 2, ça c'est une valeur remarquable qu'il faut parfaitement connaître, sur 2 plus le cosinus de 2π sur 3, on l'a vu tout à l'heure, le cosinus de 2π sur 3 c'est moins 1,5. Donc 2 plus moins 1,5, ça va nous faire 3,5. Et donc en multipliant par 2 en haut et en bas, on va obtenir racine de 3 sur 3. Et maintenant on peut passer à la question 4, représenter graphiquement f sur l'intervalle moins 2π, 2π. Donc l'intérêt dans cette question, c'est de voir si, connaissant f sur l'intervalle 0π, vous allez être capable de la reconstituer sur un intervalle beaucoup plus grand en utilisant donc le fait que f est impair et le fait que f est 2π périodique. Donc j'ai commencé par représenter notre fonction f sur l'intervalle 0π, donc strictement croissante ici sur l'intervalle 0
de pi sur 3. Alors, racine de 3 sur 3, c'est à peu près 0, un peu moins de 0,6. Donc, notez que comme ici, on a un maximum pour une fonction dérivable, j'ai fait apparaître la tangente horizontale. Et donc là, on a sur l'intervalle 0pi la fonction. Pour la représenter sur l'intervalle moins 2pi, 2pi, on va commencer déjà à regarder ce qui se passe sur moins pi, 0. Et là, on va utiliser le fait que la fonction est impaire. Donc, on va tout simplement faire le symétrique de cet morceau de courbe pour avoir, par rapport à l'origine, pour avoir ce qui se passe sur moins pi, 0. Et donc voilà ce qu'on obtient sur moins pi 0 par symétrie. Et maintenant, pour avoir ce qu'on obtient sur pi 2pi, eh bien, il suffit de recopier exactement le morceau de courbe ici. Là, on utilise le fait que f est 2pi périodique. Et puis même chose sur l'intervalle moins 2pi, moins pi. Il va se passer exactement la même chose que sur l'intervalle 0, 2pi. Et donc voilà ce qu'on obtient sur l'intervalle moins 2pi, 2pi. Alors le tracé n'est pas tout à fait assuré, avec la tablette c'est pas très facile, mais l'important c'est de bien comprendre le mécanisme. On est parti de l'intervalle 0pi, par symétrie on obtient moins pi 0, et en exploitant ensuite la 2pi périodicité, eh bien on peut récupérer ainsi la courbe sur R tout entier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la partager et à la liker.